Bien, bonjour. Donc voilà, je me présente. Ça va aller, je vais la voix, c'est fou. Voilà. Donc je suis Georges Saliba, donc j'interviens en spécialité informatique et sciences du numérique au lycée Victor Louis et je suis aussi formateur à l'ESP d'Aquitaine en mathématiques. Donc alors j'ai découvert le Timio grâce à Didier il y a 2 ans. J'ai trouvé que c'était un outil assez intéressant et puis j'ai voulu me l'approprier. Alors je n'ai aucune connaissance en robotique et j'ai été habilité à enseigner en spécialité ISN en terminale S avec mon collègue Didier aussi, mais pas le même. Voilà, donc on a il faut quand même préciser un peu le contexte. On a un groupe de terminale S avec un effectif variable, on ne touche pas énormément d'élèves pour le moment. Donc ça va de 8 élèves une année à 24 la suivante. On travaille en salle informatique avec un groupe assez hétérogène qui vient en spécialité avec des motivations diverses. Il y en a qui sont passionnés d'informatique, qui viennent parce que ça leur plaît. D'autres qui font un choix par défaut. Donc ils viennent découvrir. Donc voilà. Les connaissances, du coup, elles sont très très variées. Mais c'est pas si grave que ça. Ce qui est favorisé dans le parcours, c'est la dynamique de projet. On travaille uniquement à partir de mini-projets et l'évaluation au bac porte sur la même chose, c'est-à-dire un projet qui démarre en janvier et qui est évalué aux alentours de fin mai. Ce projet donne lieu à une soutenance orale, un écrit, et puis une présentation avec un jury, des questions, et voilà. Donc le projet se mène à plusieurs élèves. Donc nous on a décidé d'imposer certaines choses. C'est un groupe de 3 élèves. Donc il faut que le travail en amont puisse être découpé pour 3 élèves. La nécessité de penser ces projets. En amont il y a une réflexion nécessaire sur comment permettre un découpage des projets et quels projets vont être intéressants. Alors du coup on a privilégié 2 outils, Java School et le Timio. Et on s'en tient essentiellement à ça. Donc, voilà. Alors, pourquoi avoir choisi le Timio? Parce que finalement, je trouve qu'il a des points forts, et des faiblesses aussi, il faut le dire. Mais voilà, il est facile d'utilisation. On n'a pas beaucoup de temps à y consacrer puisque la robotique étant optionnelle, on y consacre 4 heures en classe entière. Et puis après, si des élèves veulent le prendre en termes de projet pour le bac, ils peuvent. Et à ce moment-là, eux, ils poursuivront le parcours, mais pour tous les élèves, on a 4 heures à y consacrer. Alors comment faire une entrée dans la robotique en 4 heures et acquérir des connaissances? C'est un peu compliqué, mais voilà, l'interface VPL permet cette progressivité. Le passage de l'interface VPL à la programmation textuelle est assez intéressant, et à partir d'observation et de lecture de programme, on va pouvoir travailler là-dessus et comprendre finalement le fonctionnement du robot. Rien à monter, à démonter, c'est quand même un plus aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation à la maison complexe, c'est un kit clé en main, on peut prêter le robot aux élèves, chez eux ils s'en sortent, ils s'en dépatouillent, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est quand même des avantages énormes. Les points faibles finalement, c'est le travail uniquement avec des entiers. Alors, soit des entiers, soit des tableaux d'entiers, mais ça reste des entiers, et donc c'est un peu compliqué. Et puis la documentation, que nous on arrive à lire, mais certains passages sont un peu plus compliqués pour les élèves. Il se trouve que quand même on est là pour les accompagner, nous on a l'avantage d'être 2, ce qui est assez rare dans l'enseignement. Voilà, alors du coup, comment on a pensé la prise en main du Timio et de son interface de programmation? Ce que je disais, c'est qu'il y a 4 heures uniquement à y consacrer en classe entière. Finalement, on s'est dit, il nous faut des choses simples. Quelles sont les variables et les types de variables utilisés, donc entier, tableau d'entier, mais les identifier, repérer ce que c'est qu'un capteur et comprendre l'association événement-action. Et puis aussi, lire et comprendre des programmes. Parce que, mine de rien, on ne va pas en créer si on ne sait pas comment les lire au départ. Et enfin, ce qui me paraît quand même essentiel, c'est l'exploitation de la fenêtre d'état des variables et des capteurs, parce que ça permet aussi de comprendre ce qui a été fait. Donc une des problématiques, c'est ça marche, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'attendais? Et donc cette fenêtre-là permet un certain nombre de choses. Voilà, alors pour vous donner un aperçu du parcours, je ne vais pas présenter tout le parcours, mais voilà, la première étape, c'est celle-là. Finalement, on donne 3 programmes différents, et on se demande qu'est-ce qui est fait? Alors, ce sont des programmes qui ont l'air à peu près similaires, mais finalement, ils engagent une discussion sur... Bon, alors,
il y a des capteurs, ils doivent réagir, ils ne doivent pas réagir, ils sont indifférents. Voilà, il y a déjà 3 choses à observer, et puis se demander comment modifier les programmes dans la fenêtre de programmation textuelle. Ce sont des programmes relativement simples. Finalement, les modifier en disant je veux pas jouer 6 notes, mais j'en veux que 2, repérer les variables associées. Voilà, on rentre dans la lecture et la compréhension de petits programmes simples et très courts. Voilà, et donc du coup, la suite, c'est aller repérer ce qui se passe dans la fenêtre d'état des variables, et puis modifier ces programmes-là, utiliser les connecteurs logiques, le et, le ou, etc. Et poser des mots pour pouvoir par la suite respecter un cahier des charges. C'est-à-dire qu'un cahier des charges sur un projet, il est clair, il est structuré, et il se veut assez strict, mine de rien. Et si si les élèves ne sont pas capables de dire clairement ce qu'ils ont fait et pourquoi, le cahier des charges ne sera pas forcément facile à respecter non plus. Voilà, donc du coup, voilà, c'est juste un petit aperçu du parcours. Finalement, ce qu'on veut dans ce parcours, c'est comprendre quels sont les différents capteurs, quelles sont les différentes actions qu'on retrouve dans la fenêtre de programmation VPL, les différents états dans l'interface VPL plus experte, donc passer de la programmation, je dirais, basique à la programmation VPL experte avec les variables d'état, le rôle des connecteurs logiques, les petits sous-programmes et les appels de fonctions. Ce qu'on laisse à la charge des élèves, c'est vraiment les fonctions natives, parce que finalement, quand ils savent appeler un sous-programme, les fonctions natives, ça va marcher de la même manière. On leur dit qu'elles existent, on leur fournit aussi la documentation, parce que c'est aussi important de lire une documentation, de savoir qu'elle existe et de savoir qu'on peut aller chercher des éléments dedans. Donc voilà. Alors du coup, je vais vous présenter 2 choix de projet. Le premier, que finalement on va abandonner parce qu'on le trouve peu pertinent. Alors, peu pertinent, et on va voir pourquoi aussi. L'idée était de partir sur faire dessiner le robot. Et on s'est dit, on veut aussi parler de représentation de l'information, donc on a choisi un choix de codage de figures, pertinent, pas pertinent, enfin pour le coup on le trouve moins pertinent maintenant. On s'est dit que finalement on allait mettre on reprend des choses qui ont été faites sur des vieilles imprimantes, c'est-à-dire un couple de coordonnées qui codent un point puis un autre point, levé de crayon et arrêt de la figure. Donc le 1000 code un levé de crayon et le 2000 code la fin de la figure, et puis on relie ou on relie pas les points comme sur la figure à côté. Finalement, les connaissances en jeu, parce qu'il faut aussi les interroger. Si on ne les interroge pas, on se retrouve en difficulté. On a des questions sur les angles, sur la trigonométrie, sur les longueurs à partir des coordonnées, dans un repère cartésien. Alors, on s'est rendu compte que les stratégies élèves, il y en a eu 2. On a 2 groupes qui ont choisi ce projet-là. Donc, comme je disais, on ne touche pas énormément d'élèves, mais ça permet aussi de réfléchir à ce qui se passe. Le premier groupe, un peu moins solide mathématiquement et scientifiquement tout court, eux, ils ont détourné le projet, ils ont créé un nouveau dessin, et ils ont cherché à minimiser le trajet du robot, enfin, pour éviter de repasser sur des points. Et puis, voilà. Le deuxième groupe, lui, par contre, il est rentré dans le contrat du projet, et il a fait les choses plutôt bien. Enfin, voilà, alors, hop. Donc, du coup, voilà, la démarche du groupe un peu plus faible, ça a été de dire, finalement, j'ai besoin de distance, d'angle, je change la figure à construire, et je change le type de données pour avoir le rendu tel que vous le voyez à droite. Et donc, ils ont essayé de trouver un parcours sans lever le crayon, parce que cette difficulté-là était pas simple à gérer. Voilà. Mais, encore une fois, l'objectif de ces projets, c'est pas que ce soit complètement abouti, c'est quelles connaissances on peut évaluer et récupérer. Voilà. Que le projet soit pas abouti, c'est pas problématique dans l'évaluation, ça ne pénalise pas les élèves non plus. Voilà, c'est la manière dont ils vont les présenter. Enfin, on a une grille de compétences qui structure l'évaluation et qui permet de valoriser même des projets non aboutis, et heureusement, parce que sinon ce serait triste. Voilà. Alors du coup, finalement, il y avait très peu de choix dans la manière de structurer ce projet. Le robot, pour dessiner, il avait pas énormément d'options. C'est-à-dire que le choix, c'était une rotation, un déplacement, et puis une rotation inverse pour revenir en position initiale, et comme ça, avoir moins de difficultés à gérer la position relative du robot et les histoires d'ordre. Finalement, on trouve que cette démarche, elle est un peu trop fermée, et voilà, la difficulté à comprendre le codage a amené à une autre réflexion et à autre chose.
Alors du coup, l'année prochaine, on se dit que voilà, ça fait que 2 ans qu'on l'utilise. On a expérimenté ce premier projet sur 3 groupes d'élèves. On se rend compte que finalement, bah, c'est pas le plus judicieux. Donc on prend un autre point de vue et en adoptant une démarche autre, c'est dit que voilà, les ingrédients de notre projet, c'est lecture et compréhension des algorithmes écrits en langage naturel. Donc on part de 2 algorithmes. L'implémentation de l'algorithme de décodage, alors je vais vous présenter la suite. Travailler sur la représentation des données, qui est un attendu du programme d'ISL. Identifier une séquence d'événements et d'actions qui vont permettre de visualiser, le décodage dans un cas simple. Et puis choisir un mode de représentation pour des cas complexes. Donc on est dans de la modélisation et des choix que les élèves vont avoir à discuter lors de l'oral et puis même pour mettre en œuvre le projet. On a aussi des connaissances mathématiques plus simples, théorème de l'angle inscrit, polygone régulier et un peu de trigonométrie. Mais les enseignants peuvent amener ces connaissances mathématiques parce que ce ne sont pas les enjeux de l'enseignement. Alors voilà, le principe c'est de partir du codage de Puffer qu'on doit... alors j'ai trouvé ça dans Initiation à la théorie des graphes de Didier Muller. Voilà, je ne suis pas théoricien des graphes du tout. Donc l'idée c'est de dire que finalement quand on prend un arbre, on peut... c'est une structure relativement complexe et il y a un algorithme qui permet d'avoir un codage simple de l'arbre avec une séquence de nombres. Et le décodage est tout aussi simple. Donc finalement on a juste à parcourir un tableau et identifier qui on doit relier à quoi. Alors, pour le moment, c'est un peu compliqué, donc du coup, la première partie, ça a été simplifier le problème. L'idée est de dire que, finalement, cet arbre, si on peut le dessiner avec des mouvements de va-et-vient sans lever le stylo, très simplement, eh bien, les élèves peuvent arriver à démarrer le projet assez vite. Il suffit de fixer 2 contraintes sur les nombres de la suite S. Donc le premier est supérieur ou égal à 2 et le dernier égal à n-1. Là, on s'assure que finalement, on va pouvoir dessiner ça sans lever le stylo. Et donc du coup, il n'y a pas besoin de penser la modélisation. Donc du coup, on interroge aussi des choses. L'impact des contraintes fixées sur la suite S. Pourquoi elle est là? Donc ça veut dire que avant de démarrer le projet, les élèves vont avoir à comprendre les 2 algorithmes, les faire fonctionner, trouver des exemples pertinents. Ensuite, écrire un programme pour le Timio qui permet de lui faire dessiner l'arbre. Donc ça se fait plutôt bien. Et le robot devra afficher à l'utilisateur le numéro du sommet à l'aide des diodes situées au-dessus du robot. Donc l'idée c'est de parler du passage du décimal au binaire aussi, qui est un attendu du programme. Donc l'avantage de ces diodes c'est qu'elles s'allument, elles s'éteignent, donc c'est binaire. Et donc du coup on a ce passage de la base 10 à la base 2 et une visualisation du sommet qui est parcouru. Voilà. Et puis enfin une partie un peu plus libre, c'est-à-dire que les éléments de sécurité du robot sont à la charge des élèves. Donc du coup ils les rajoutent mais ils doivent les expliquer aussi. C'est-à-dire structurer, présenter sont des compétences à évaluer et donc on veut les voir apparaître mais cette fois-ci c'est dans un cadre moins contraint. Donc ça c'est pour la première partie du projet et je vais aller vite, hein, Didier, t'inquiète pas. Voilà, donc l'analyse, on a la lecture et compréhension d'un algorithme, on a des contraintes qui permettent de dessiner l'arbre sans lever le crayon, hein, ce que j'expliquais. La représentation des nombres sous forme binaire, bien entendu du programme, et enfin un sous-programme de recherche du minimum dans un tableau. Il faut lire l'algorithme pour ça, mais je dois aller vite, donc je suis passé assez vite. Et le programme final pour le robot est assez court. Donc voilà, la première partie est la suivante. Alors la deuxième partie, on complexifie un peu la chose, c'est-à-dire qu'on enlève cette contrainte sur les données, le codage de notre arbre. Et cette fois-ci, on peut lever le crayon, mais on aura toujours un arbre. Donc c'est assez paradoxal. L'idée, c'est d'amener finalement 2 choix possibles aux élèves. Le premier choix, c'est de dire finalement, vous avez l'habitude de voir un arbre qui grandit ou qui décroît, peu importe, mais on va changer de représentation, on va situer les sommets au sommet d'un polygone régulier, et le robot, il aura le choix de partir soit du centre, soit d'un des sommets. Ils sont numérotés dans l'ordre, et du coup, il y a une nécessité de repérer le sommet qu'on est en train de parcourir, où aller, etc. Il y a un petit travail à faire, mais ce choix de représentation, il va faciliter le travail et on n'a plus besoin de cette contrainte sur la structure de la suite S au départ. Voilà.
Donc on garde les mêmes choses, c'est-à-dire que le robot devra afficher à l'aide des LED centrales le numéro du sommet, mais le modèle choisi pour situer les sommets va impacter lourdement sur le traitement, et du coup on a des choses qui peuvent... de la même manière, la démarche n'est pas fermée, c'est-à-dire que suivant le choix que les élèves auront fait, il y aura des traitements différents. Voilà. Alors, du coup, l'analyse de la seconde partie, c'est la suivante. On a un travail sur l'odométrie. Il faut arriver à faire parcourir au robot un cercle de rayons donnés, enfin au centre du robot. Il faut arriver à gérer les rotations, donc mesurer, etc. Gérer les déplacements. Des petits calculs de trigonométrie sont en jeu, mais ils sont bien moindres que ce qui avait été proposé dans les premiers sujets. Et le sujet peut être découpé. Il y a 2 parties, donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Il y a peut-être un travail de mesure qui peut être fait indépendamment du travail de structuration de l'algorithme pour le Tigno et de la programmation. Voilà. Et du coup, il cadre bien avec nos attentes pour cette évaluation au bac. Et le travail de modélisation, qui n'est pas à sous-estimer, je pense que ça aussi c'est quelque chose à interroger. On donne clé en main des choses, et à un moment, se demander aussi pourquoi tel choix va avoir quel impact et comment, ça me paraît essentiel, et ça me paraît relever de la formation des élèves dans le cadre de cette spécialité. Voilà. Donc les 2 questions, finalement, tourner le long du cercle ou revenir au centre à chaque fois. Voilà. Et enfin, la question un peu plus délicate, la gestion du lever et du baisser de crayon en interaction avec le robot doit être pensée, et ça c'est la partie la plus difficile à mon sens pour les élèves. S'ils arrivent à tout faire dessiner sans lever les stylos, voilà, on verra des choses. Il y a un technique. Mais une bonne nouvelle, c'est que j'ai demandé à David Sherman, il est là David ? Il revient tout à l'heure. Ah voilà, donc je lui ai demandé, vous savez que c'est lui qui a fait Scratch, donc Pontignon, puis incidemment je lui ai dit, tu n'aurais pas une idée pour le lever de crayon, donc il y travaille. Donc on va très bien avoir un lever de crayon très bientôt. Voilà. Alors, pourquoi ces choix et quelles sont les contraintes finalement ? On est dans le cadre d'une épreuve de bac, donc il y a des choses qui sont essentielles. Le sujet doit s'adapter aux connaissances des élèves. Il faut que tout le monde puisse rentrer dans le sujet, même s'ils n'aboutissent pas, qu'ils restent ouverts dans l'approche et le traitement. Et ça, c'est compliqué à gérer. Alors, une idée dont on ne trouve pas trace sur Internet, oui, mais on est dans le cadre d'une épreuve de bac. Si la solution est amenée sur Internet, c'est compliqué parce que on est censé évaluer cette épreuve-là et on n'est pas dans le cadre d'un atelier où on est sur une épreuve de bac évaluée. Donc ça complexifie aussi la donne en termes de travail. Il faut aussi que ce sujet amène des questions qui permettent d'ouvrir pour l'oral, à la fois sur représentation de l'information, sur les compétences à évaluer. Et donc voilà, les ingrédients sont là. On a des algorithmes de recherche qui vont pouvoir amener à des questions sur des algorithmes de tri, le passage du binaire au décimal qui est un attendu du programme. Enfin, voilà, on retrouve plein de compétences qu'on développe tout au long de l'année avec les élèves. Et puis un sujet qui favorise le travail de groupe et surtout le découpage du travail dans le groupe. Voilà, ça c'est aussi important. Et donc voilà, le dernier point, pouvoir faire fonctionner cette grille de compétences. Et donc l'entrée qui a été choisie, ça a été une entrée sur le contenu et non pas sur le côté, qu'est-ce qui peut être joli, artistique, etc. Mais parce qu'on a besoin de ces contenus-là et parce que c'est des choses moi je suis à la base prof de maths et je pense mon enseignement en termes de contenu. Et je ne sais pas le penser autrement. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Dire que ce contenu, hier, vous le soulignez, ça marche, oui. Mais comment on sait que l'élève a bien compris ce qui s'est passé ou finalement c'était un coup de chance et il y a des choses superflues. On a besoin de pouvoir évaluer tout ça. Et moi je pense que cette entrée par les contenus, elle permet ce genre de choses. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a un travail en amont qui est nécessaire et une réflexion et qui ne peut pas se faire tout seul de manière autonome. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut prendre 2 questions. De toute façon, on va décaler un peu, comme on a pris un peu de retard, on va décaler un peu pour que tout le monde ait le temps de déjeuner.
D'accord, je recalerai cet après-midi quand vous aimerez voir. Donc 2 questions. Oui, il y a une question au fond. Je crois que le micro est vers là-bas, non? Non, il est Ouais. sur la terre. Ah, C'est plutôt. il n'est pas allumé. C'est pas vraiment. C'est pas allumé. Comment? Le son, il faut que vous ayez Ah oui, j'avais laissé le son. Bien joué. Vas-y. Oui. Alors, c'est pas vraiment une question, hein, c'est plutôt 2 remarques. Moi, ce qui me semble que cette présentation montre remarquablement bien la nécessité d'identifier les connaissances disciplinaires en jeu dans la réalisation d'un projet. Parce que, à mon avis, c'est le but, et je crois que c'était très bien de le souligner, parce qu'à mon avis, il ne s'agit pas de laisser à la seule contingence de l'apprenant et des élèves de savoir ce qu'ils ont appris à l'issue de la réalisation d'un projet. Ça, c'est de la responsabilité du professeur. Et puis la deuxième chose, qui est très bien mise en avant ici, hein, c'est la nécessité, dans cette optique, de penser des critères de choix des projets. Tous les projets ne se valent pas dans cette optique-là. La preuve en est dans le choix d'un projet 2 plutôt qu'un projet 1. Parce que, mais là c'est d'un point de vue très personnel que j'affiche, il me semble que c'est assez symptomatique du moment avec la robotique, hein, c'est-à-dire que on n'est pas toujours à interroger les connaissances disciplinaires qui sont en jeu dans la réalisation de projets. Et puis, on laisse aussi à la seule contingence des enseignants la manière de penser ou de se s'outiller soi-même pour penser les bons projets. Et ça me paraît 2 chantiers à conduire collectivement. Oui, voilà, pour rebondir là-dessus, c'était un appel, hein, parce que hier vous avez présenté des projets, il vous en reste plein à écrire. Voilà, sachez qu'on est en attente de projets, mais avec cet éclairage-là, enfin, en tout cas moi je le suis personnellement, c'est-à-dire que je veux pouvoir identifier des contenus forts et me dire, voilà, ce projet-là, il va me permettre des choses. Donc voilà, vous avez l'air d'avoir plein d'idées, hein. On parcourt, enfin, j'ai parcouru le site, je regarde ce que vous faites et je trouve ça passionnant et je vous en remercie, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Mais voilà, identifier ces choses-là, je trouve que c'est quand même important et on a besoin de les voir. Oui. Dans les activités que tu as présentées, finalement c'est des activités qu'on pourrait très bien faire sans robot, donc, typiquement avec des tortues qui se déplacent sur un écran, comme par exemple dessiner des graphes. De ton point de vue, est-ce que de le faire justement avec l'outil robotique, ça a apporté quelque chose, et qu'est-ce que ça a apporté, selon quelle dimension? Alors effectivement, on pourrait le faire dessiner sans le petit robot. Par contre, voilà, le robot change complètement la manière de penser la programmation. On a un événement qui peut intercepter un autre événement, on a besoin de hiérarchiser, pouvoir placer des choses, c'est ce qu'on n'a pas dans le côté programmation autre, avec une petite tortue ou autre chose. Et ce côté-là, pour des élèves qui s'y connaissent un peu en informatique, ça peut être très intéressant parce qu'ils découvrent un autre univers. Et voilà pourquoi on a choisi de travailler avec le robot et pourquoi ces projets-là sont ici. Et alors en fait, là, ce que tu dis, peut-être finalement, là c'est pas si spécifique que ça au fait que ce soit un robot, c'est plutôt spécifique au fait que là, vous utilisez Azeba qui est basé sur un mode de programmation événementielle très fort. Oui. Donc finalement, là, ce que tu identifies, c'est plus la forme de langage de programmation qui est induite assez naturellement par l'utilisation d'un robot que l'objet tangible lui-même, c'est ça? Oui, mais il y a aussi la partie expérimentation. Le côté devoir mesurer pour pouvoir dire, ben voilà, j'ai besoin de travailler à telle vitesse pour pouvoir parcourir telle distance, etc. Toute cette partie expérimentale, on ne la retrouve pas ailleurs. Voilà, donc c'est ces 2 points de vue qui sont à mon sens importants. Alors après, on a un tout petit budget, on a réussi à acheter 5 robots en 2 ans. Voilà, donc on a plutôt de la chance, hein, je dirais.
Travailler avec un outil simple et efficace. Non, mais justement, je pense que c'est des questions qui sont particulièrement importantes, effectivement, parce que du coup, effectivement, pour l'enseignement ISN, le contenu disciplinaire, il commence à être relativement bien identifié. Et effectivement, je dis relativement, mais on a quand même un certain nombre d'idées. Et du coup, effectivement, on peut assez facilement imaginer directement certaines des activités qui classiquement dans les classes se font sur un écran. On peut imaginer faire des transpositions robotiques comme tu l'as très bien fait. Et du coup, effectivement, trouver précisément les arguments qui permettent de justifier le coût justement supplémentaire que ça a pour un établissement d'acheter des robots. Parce que le fait que ça apporte véritablement quelque chose sur l'acquisition du contenu, je pense que c'est quelque chose de vraiment très important d'arriver à bien qu'on arrive collectivement à bien l'identifier et le formuler. Mais il y a une nécessité de travailler collectivement. Ouais. Voilà. Et ça, pour le moment, moi je trouve que ça manque réellement. C'est-à-dire qu'on avance chacun dans notre coin sur des projets différents. Moi j'ai eu la chance de travailler avec Didier, c'est comme ça que j'ai découvert le Tigno. C'est une chance exceptionnelle. Mais voilà, on manque encore de mutualisation, voilà. Clairement. Par rapport à ça, j'aimerais juste revenir dans le projet Tigno. Tu peux parler un tout petit peu plus fort, Stéphane? Donc il y a quand même plusieurs ressources collectives en ligne. IniRobot, il y a un forum et tout ça. Dans le projet Tigno, on a un wiki. On a une mailing list éducateur. Et nous, on est très intéressés de pouvoir réintégrer le matériel que les gens développent. Alors, ça sont un certain nombre de problèmes techniques, c'est clair, et organisationnels, mais c'est quelque chose qui est dans l'esprit du projet open source et collaboratif. Oui, mais on trouve très peu de ressources pour des élèves de terminale S, par exemple. C'est-à-dire que 17-18 ans. Pardon ? 17-18 ans. D'accord. Voilà, donc on est à la fin du lycée, juste avant le supérieur. Si je peux rebondir, si par exemple vous qui développez un projet un peu complexe avec vraiment du contenu et puis une idée derrière, une réflexion vraiment derrière, c'est pas juste tiens je me suis amusé avec le robot, il y a vraiment quelque chose derrière. Ça c'est des choses aussi pour lesquelles on est assez friand disons, l'association Nopsia en tant que telle, son but idéal ce serait aussi de fédérer un peu ses contenus, d'éditer peut-être aussi un peu ses contenus et de permettre aux gens de diffuser leur travail et que ça soit justement réutilisé par d'autres et pas que ça reste dans les tiroirs de chacun. Alors c'est un travail, je dis pas c'est un travail considérable, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse de pouvoir peut-être diffuser un peu ça, sachez que nous on est intéressés et qu'on discute très volontiers de comment faire ça et de rajouter ça après sur le wiki par exemple, pour que le suivant qui a besoin de faire quelque chose avec cette tranche d'âge-là trouve un projet comme le vôtre et puisse démarrer quelque chose. Alors, Georges, juste une parenthèse, pour dire aussi que c'est parce qu'il n'y a pas de contenu, parce que c'est nouveau. Tu vois aussi, donc tu fais partie des précurseurs. C'est ça. Mais ça viendra, c'est sûr. On va être obligé d'aller manger, je suis désolé. Juste, voilà, la difficulté, ça reste aussi que ces projets ne soient pas amenés avec les solutions. Oui. Tout à fait. Alors après, ça peut être des pistes de projets. Oui, mais on a cette contrainte-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où... moi j'ai vu les projets qui sont mis en ligne, en général il y a les solutions avec, il y a le code, on peut aller le lire, etc. Si on veut que ça reste pour une évaluation au bac, il faut qu'il y ait un espace de sujets non corrigés et non traités, sur lesquels on peut répondre, mais sans dévoiler les clés. Des idées, des pistes, peu importe, mais en tout cas un espace sur lequel il n'y aura pas de correction en tant que tel. Et ça, il faut que ça reste... Je pense que pour une évaluation, parce que c'est vrai que dès qu'on va dans la programmation, il faut toujours trouver des solutions sur Internet, il y a un meilleur des choses. Et ce qui est important aussi, c'est que finalement, quand l'élève présente son travail, il faut expliquer le raisonnement qu'il y a derrière. Et s'il arrive à faire ça, et puis qu'on peut expliquer ses choix, découvrir qu'il y avait des solutions qui là, même s'il y a une solution, il va trouver sur Internet, et que lui, il a évalué ton meilleur que la sienne, et il a pris celle-là, et c'est pas pour moi... Oui, mais c'est pas suffisant, c'est pas satisfaisant dans les faits. Disons qu'en tant qu'ingénieur, on fait ça, on ne rentre pas tout. Alors, je suis d'accord, mais à ce moment-là, le texte sur l'évaluation doit être plus précis. C'est une repense d'évaluation. Voilà.
on nous dit... En contrôle continu plutôt. C'est un contrôle en cours de formation, Voilà. c'est pas du contrôle continu, c'est pas tout à fait pareil. Oui, non, mais Voilà. ça pourrait être justement... Ça pourrait être un contrôle continu. Oui, mais on a un dossier qui doit être personnel. Alors, à partir de quel moment on déclare que c'est personnel si ça a été pioché sur Internet, même si on se l'est approprié? Quelle est la frontière? Moi, j'attends qu'un texte m'explique. Non, mais le TPE, on a eu le même problème au début avec le TPE. Et c'est la même chose, on va donner une consigne et puis il y a des choses qu'il faut reprendre Je suis d'accord avec cette partie-là, maintenant il y a un texte réglementaire sur lequel on ne peut pas quoi faire. Alors, peut-être le faire C'est nouveau, évoluer, peut-être. Non, mais en tout cas, la question est vraiment intéressante parce que ça. Donc, on va se Vous avez retrouver à fait tout petit peu. remonter Comment? Vous avez fait remonter Il y a une commission d'harmonisation dans laquelle on discute. On va se retrouver un peu